Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président de la République Alassane Ouattara était mardi donc pour présider une journée spéciale consacrée à la Côte d'Ivoire. Il était donc à Milan en Italie. La journée donc était consacrée à l'exposition universelle, une journée spéciale consacrée à la Côte d'Ivoire qui est l'un des 145 pays exposants. Le thème de cette exposition ouverte du 1er mai au 31 octobre 2015 est nourrir la planète, énergie pour la vie. Le chef de l'État a reçu un accueil chaleureux de la communauté ivoirienne résidant en Italie. Le compte-rendu de notre envoyé spécial Abiba Dambélé vous sera proposé dans nos éditions à venir. Notre reporter Noël Gnagno, lui aussi, est sur place en Italie à l'Expo Milan. Que se passait-il en marge de cette visite du chef de l'État? C'est ce qu'il nous dit maintenant. Milan, en Italie, 103 jours après l'ouverture de l'exposition en mai dernier, voici la journée dédiée à la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, comme feu Félix Houphouët-Boigny en 1970 à Osaka au Japon, est venu marquer de son aura cet événement stratégique pour le futur du cacao ivoirien, 15% du produit intérieur brut. Une mobilisation conséquente donc. 5 membres du gouvernement, le patron des patrons ivoiriens et son équipe, de hauts cadres de l'administration, des dirigeants du Conseil Café Cacao, des diplomates ivoiriens accrédités en Italie. Du beau monde pour conforter le leadership de la Côte d'Ivoire dans la cacaoculture, tout en soulignant sa vision sous-régionale, fort appréciée. Monsieur le Président a parlé du futur de l'Afrique, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Il a individué pas seulement une future pour l'agriculture de la Côte d'Ivoire et pour le futur de l'alimentation en Côte d'Ivoire, mais surtout pour les jeunes. Ça, c'est vraiment important. Mais la Côte d'Ivoire à Milan, c'est aussi sa culture. Cerise sur le gâteau, la Miss Côte d'Ivoire 2015, sans oublier sa diaspora qui s'est mobilisée comme un seul homme pour soutenir son pays, son président, son cacao. Une mobilisation réussie à la grande satisfaction des premiers acteurs. Les Italiens aiment bien le chocolat, comme le président l'a précisé. Et quand vous rentrez dans notre stand, vous voyez que c'est l'expression réelle de la politique de développement au niveau agricole qui est mise en place par le président Alassane Ouattara. Je suis content de voir que ce pavillon aujourd'hui, malgré sa taille, reçoit plus de 3000 visiteurs jour. Pour la suite, c'est-à-dire pour la durabilité, la prise de conscience est au rendez-vous sur tous les plans, revenus des paysans, préservation de l'environnement et visibilité des activités au plan médiatique. Depuis la réforme ambitieuse, forte et courageuse qui a été faite dans la filière café-cacao, les prix ne cessent d'augmenter. De 725, nous sommes aujourd'hui à 850 francs. Et c'est en maintenant des prix attractifs aux producteurs que l'on pourra effectivement les maintenir dans la production de cacao. Aujourd'hui, il s'agit d'inscrire tout cela dans la durée. Dans la durée en termes de préservation de l'environnement et des ressources qui nous permettent de produire, dans la durée en termes d'investissement continu dans le secteur. Autre moment inscrit à l'occasion de ces journées dédiées à la Côte d'Ivoire, la conférence sur le travail des enfants. Conférence dite par le cabinet de la Première Dame ce mercredi. Et on pourra alors conclure que pour le cacao ivoirien, demain sera certainement mieux qu'aujourd'hui. Ici à Abidjan, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique était lundi au rendez-vous de la famille. Cette tribune a été l'occasion pour elle de présenter le projet école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans qui entrent en vigueur dès cette rentrée scolaire 2015-2016. Les rendez-vous de la famille sont une initiative du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ils se veulent un espace d'échange et de dialogue interactif entre le gouvernement et les populations autour de la famille. Ce premier numéro a eu lieu au Palais des Sports de Treichville en présence de notre reporter Herman Niamia. Premier invité des rendez-vous de la famille, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour cette occasion, Kandia Kamara avait à ses côtés, outre l'initiatrice Anne-Désirée Ouloto, ses collègues du sport François Micha et de la jeunesse Sidi Touré, des membres de la commission de la famille et plusieurs de ses collaborateurs.
Face au parterre d'invités, la première responsable de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a présenté le projet école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Kandia Camara a souligné que ce projet gouvernemental, cher au président de la République Alassane Ouattara, sera en vigueur dès cette rentrée scolaire 2015-2016. Le président de la République a dégagé des moyens. Nous avons construit un certain nombre de salles de classe, nous comptons en construire davantage. Nous avons commencé à recruter des enseignants, nous allons continuer de les recruter. Nous voudrons aussi demander aux élus de sensibiliser leur population. Kandia Camara a traduit sa reconnaissance au ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour cette tribune qui lui a permis de présenter les enjeux de cette politique gouvernementale. Les rendez-vous de la famille, selon Anne Désiré Ouloto, sont un espace d'échange pour débattre sur tous les problèmes que rencontrent les familles ivoiriennes. Ce que nous recherchons, c'est avoir assez rapidement des familles citoyennes, des familles responsables, qui pourront accompagner l'État dans l'atteinte de ses objectifs afin de faire en sorte que ces familles-là soient effectivement épanouies et qu'elles puissent suivre l'évolution de la Côte d'Ivoire vers cette Côte d'Ivoire émergente. Le deuxième numéro des rendez-vous de la famille se tiendra dans la première quinzaine du mois de septembre et aura pour thème Famille et mœurs. Depuis hier matin, les conseillers régionaux et districts sont en atelier à Abidjan. Pendant donc 2 jours, ils seront formés sur les enjeux socio-économiques et écologiques de la lutte contre le changement climatique et le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Reportage Grace Kando. Les changements climatiques ont pour conséquence notamment l'érosion côtière, l'amenuisement des ressources en eau et la baisse des rendements agricoles. Face à toutes ces menaces, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre RED+. Pour informer et sensibiliser les conseillers régionaux et les districts sur les effets néfastes du changement climatique, un atelier est organisé. L'initiative est du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique pour les régions et villes de la Côte d'Ivoire constitue une nécessité pressante. Pour faire un champ de riz, on abat des arbres. Il suffit simplement de développer les cultures de bas-fond pour que chaque année, on n'abatte plus les arbres. Donc ce sont ces comportements que nous devons avoir et je pense que ce sont les sensibilisations qui sont derrière les tableaux, toute la thématique de cet atelier. Les collectivités territoriales constituent un maillon incontournable dans la mise en œuvre des politiques de développement, notamment celles liées à la préservation de l'environnement. Nous allons vraiment tout faire pour sensibiliser nos populations, en tout cas quant aux effets pervers du changement climatique, ce qui a des conséquences naturellement sur l'agriculture, l'eau et j'en passe, en leur disant qu'il est temps que le couvert forestier soit entretenu en Côte d'Ivoire. Le mécanisme RED+ devra permettre une gestion durable et un suivi efficace du couvert forestier pour lutter contre la déforestation et la dégradation afin de renforcer le stock de carbone forestier en Côte d'Ivoire. Ange Kessikwame, le commissaire du gouvernement, a eu une séance de travail récemment avec l'unité de lutte contre le racket. Il s'est agi pour cette unité de rendre compte des résultats de ces missions d'enquête ordonnées par le procureur militaire sur toute l'étendue du territoire. Pendant 3 mois, l'unité a sillonné barrages et corridors, identifié des auteurs de racket qui l'entend traduire devant le tribunal militaire. Reportage à Boussanogo. D'Abobo à Laliraba, de Ferke à Taï, de Daloa à Bondoukou, les enquêteurs de l'unité de lutte contre le racket ont pendant 3 mois sillonné les barrages et corridors pour y relever les infractions de racket, rassembler les preuves, identifier les auteurs et les traduire devant le tribunal militaire. À l'issue de leur mission, 18 dossiers de procédure ont été accompagnés de preuves constituées par des scellés comportant des billets de 500, 1000 francs ou 5000 francs estorqués, des CD audio et vidéo enregistrés par les témoins ou victimes à l'insu de leurs auteurs. Ainsi, au cours de cette rencontre, l'unité de lutte
contre raquettes conduite par le capitaine Ouleté a pu rendre compte des résultats d'une mission d'enquête ordonnée par le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, sur l'ensemble du territoire national. Notons qu'aux 38 dossiers déjà prêts pour être jugés, 56 dossiers impliquent près d'une centaine de gendarmes, d'agents de police et de forces républicaines de Côte d'Ivoire. Dans 10 semaines environ, les Ivoiriens iront aux urnes pour l'élection présidentielle. Pour permettre aux populations de réaliser cette échéance dans un climat serein, la COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, entend pleinement jouer son rôle de collecte et de contrôle de la circulation des armes illicites dans le pays. Pour ce faire, la COMNAT ALPC a animé un point de presse hier mardi au siège de l'institution à Cocody. Objectif donc informer les populations des nouvelles orientations des activités de la COMNAT ALPC et la tenue des prochaines échéances électorales dans un environnement apaisé et non violent. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, la COMNAT ALPC, est l'unique structure de référence en matière de collecte d'armes depuis la fin du programme DDR en juin dernier. Une mission pour laquelle le président Kouadio Yao affiche pleinement sa volonté. À la veille du scrutin présidentiel, sa structure veut anticiper et réduire le nombre d'armes illicites en circulation. Nous allons à des élections. Il y a un peu de bruit par-ci par-là. Il y a de notre devoir, à travers nos attributions, à travers donc notre mission, d'aller aussi sur le terrain, sensibiliser les populations pour que nous allions ensemble à ces élections-là, à la fête. Les élections, en principe, ça devait être la fête. La démocratie, c'est la fête, ce n'est pas la bagarre. Et notre rôle, c'est d'amener les Ivoiriens à comprendre cela, à faire en sorte que le scrutin du 25 octobre soit un scrutin apaisé et qu'après les résultats, ce soit la fête. De novembre 2011 à ce jour, la COMNAT ALPC a récupéré environ 10 000 armes entre les mains des civils au cours d'opérations publiques de dépôt volontaire d'armes et de munitions. Pour intensifier son action, 107 comités de sécurité communautaire et 2 commissions déconcentrées ont été installées, dont une à Bloléquin et l'autre à Diokwe. Objectif, mener des actions de proximité afin de rendre plus visibles les actions de la COMNAT ALPC sur l'ensemble du territoire national et aussi le rapprochement avec les populations cibles. La police de proximité ou encore la police municipale est désormais reconnue par l'État de Côte d'Ivoire grâce à la signature du président de la République depuis le 18 février du décret qui leur confère un nouveau statut. Ce vendredi 31 juillet, il y a donc un peu plus d'un mois, la plus grande commune de Côte d'Ivoire abritait cette cérémonie. Alassane Ouattara a célébré au cours d'une journée d'hommage par la police municipale nationale pour ses actions de paix et de développement dans le pays. Les policiers municipaux ont enfin un statut qui officialise la reconnaissance de ce corps de métier. Le décret pris par le président de la République depuis février dernier leur donne surtout droit à un salaire plus valorisant. Pour marquer leur joie, les policiers municipaux ont tenu à remercier le président de la République. Le président de la République a fait de nous des hommes heureux. Il a fait de la police municipale un corps constitué. Comprenez l'émotion qui m'atteint aujourd'hui de dire, président, nous sommes avec vous aujourd'hui, demain. Nous prendrons une part très active à la réélection du président de la République. Le directeur général de l'UVICOSI, représentant le parrain de la cérémonie, Gilbert Kafana, a tenu à célébrer avec eux l'hommage de reconnaissance au bienfaiteur Alassane Ouattara. Le maire d'une commune est officier de police. Pour assumer cette fonction d'officier de police, il a besoin d'un outil, d'un service que constitue la police municipale. Il était donc bon que cette police municipale-là ait un statut propre. Une police municipale est un ensemble de fonctionnaires et d'agents publics placés sous l'autorité directe d'un maire. Ces missions s'inscrivent dans le cadre d'une police de proximité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on en dénombre près de 1700 agents.
Reportage signé Sidonie et Davila. La coopérative Yebo Ekon de Sikabutu dans la sous-préfecture de Daloa a procédé récemment au lancement de ses activités. Cette coopérative qui compte plus de 500 membres est spécialisée dans la production, la collecte et la commercialisation de produits vivriers. On en parle avec Thérèse Tapeyoboué. Des activités ludiques, notamment un concours culinaire, des sketchs, des prestations de femmes griottes, appelées communément Djeli en langue locale, ont meublé la dernière campagne de l'agence ivoirienne de marketing social, AIMAS, de Daloa, relativement à la planification familiale et à la prévention du VIH-Sida. Cette activité de sensibilisation s'est articulée autour d'une causerie avec les femmes issues des coopératives de vivriers et de plusieurs quartiers de la ville. Elle visait à accorder à la femme plus de responsabilités en matière de sexualité et à permettre aux femmes de s'approprier, en accord avec leurs conjoints, les stratégies de planning familial ou d'espacement de naissance, avec à la clé la baisse considérable du taux de mortalité maternelle et infantile dans la région. Béatrice Touré a indiqué que l'association d'activités récréatives, au témoignage de celles qui pratiquent déjà les méthodes contraceptives, a permis de toucher en 2 jours près de 700 femmes ressentant un besoin réel en matière de planification familiale. Il faut noter que les participantes au concours de cuisine sont reparties avec des récompenses en nature et en numéraire. Avant de terminer ce journal, faisons un tour de l'actualité internationale. En bref, un cadre djihadiste proche du prédicateur islamiste Amadou Koufa a revendiqué le 11 août dernier, hier donc, l'attaque d'un hôtel à Sévaré, c'est au Mali. Selon cette personne, l'assaut contre l'hôtel Byblos a fait 15 morts alors que le bilan officiel fait toujours état de 13 tués. En 2012, ce djihadiste a fait partie de l'aile malienne des combattants de Mokhtar Belmokhtar. Au Nigeria, une explosion s'est produite hier mardi sur un marché dans le village de Sabonguri, au sud de Maïdougouri, à une heure de grande affluence dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Selon un bilan provisoire, il y aurait 47 morts et une 50aine de blessés. Un rapport d'Amnesty International accuse les forces internationales de graves manquements à leurs principes lors d'une intervention dans le quartier musulman du PK5 en Centrafrique les 2 et 3 août dernier. Elle s'était soldée par la mort d'un casque bleu, de 4 civils et de plus d'une dizaine, avec plus d'une dizaine de blessés. Selon les témoignages récoltés par Amnesty International, une fillette de 12 ans aurait été violée par un casque bleu durant cette opération du PK5. La jeune fille explique que le soldat l'aurait giflée lorsqu'elle aurait tenté de crier avant de déchirer ses vêtements et de la violer. Un médecin a donc pu constater que les blessures pourraient correspondre à des abus sexuels. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Je serai encore chez vous ce soir et demain matin.